journal. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ces journaux de chiffres, 348 députés disent oui à la proposition de loi fixant l'organisation du référendum en RDC. La chambre basse du Parlement congolais vient de voter cette loi. Commentaire dans le corps de votre édition. Le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri chez le président de la République, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, a reçu quelques orientations pour la bonne marche de cette province confrontée par des défis sécuritaires et sanitaires. Vous le l'écouterez dans le corps de cette édition. Destruction méchante d'un pylône haute tension au quartier CPA. La structure métallique déboulonnée de corps volée. Et de l'autre côté du quartier UPEN, l'on parle de la spoliation d'un site de la SNEL. L'équipe de cette entreprise publique en charge de l'électricité a lancé un SES aux autorités pour la sécurisation de ces infrastructures. Madame, Messieurs, voilà tout pour l'introduction avant de développer ces titres. Lutte contre la salubrité et l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Tel est le but de la création par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la Task Force. Le chef de l'État a présidé hier lundi 8 juin dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, la première réunion de cette équipe dédiée à l'assainissement de la ville. Rachel Foutou, champion d'Angui, Tigana Vwemba et Mika Lusala ouvrent ces journaux. Faisons suite à sa communication lors de la 91e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé la task force dédiée à la salubrité et l'assainissement de la ville de Kinshasa, confiant la charge au commandant du service national, le lieutenant-général Kasongo Kabwik. Sous la haute direction du chef de l'État, la première réunion de l'équipe Task Force s'est tenue ce lundi 8 juin 2026 à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette séance de travail, le garant de la nation a donné quelques orientations, surtout des instructions précises pour un résultat escompté dans la réussite de la mission poursuivie par cette nouvelle structure d'assainissement de la ville de Kinshasa. Il s'est agi de la mise en œuvre de cette task force dans le meilleur délai. Donc ici, nous pouvons rassurer que les instructions ont été données et seront bien suivies pour leur mise en œuvre au profit de la ville-province de Kinshasa. Les missions qui sont dédiées à la task force, c'est de rendre la ville de Kinshasa salubre. Répondant aux questions de la presse, le gouverneur de la ville de Kinshasa a insisté sur le fait que la mise en œuvre de ces travaux a commencé par cette réunion avec le chef de l'État. Il indique par ailleurs que ces travaux vont s'inscrire dans la durée. Nous saluons l'initiative prise par le chef de l'État, ce qui est totalement lié à son programme où il y a toute une initiative qui est dédiée à l'assainissement de villes. Et c'est de cette initiative-là se décline le programme Kinshasa Ezobonga qui veut en sorte que la ville soit propre. Alors la task force qui a été mise en place, une idée géniale pour aider à faire avancer la propriété publique sous l'accompagnement du service national. Au niveau de la ville, nous accompagnerons justement ces tâches pour permettre à ce que cette vision-là soit bien matérialisée, surtout qu'il y a des questions très liées au bénéfice de paramilitaires qu'incarne aujourd'hui le service national. Il faut ajouter le changement de mentalité par des mesures coercitives. Et nous pensons qu'avec cette idée ingénieuse du chef de l'État, par l'appui du service national, va permettre à ce que les choses se fassent comme il se doit, la propriété publique suive au bénéfice des Quinoises et Quinois. Le service national va accompagner les actions menées par le gouvernement provincial et ces derniers viennent en appui au service national pour accomplir la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Entre le service national et le gouvernement provincial de Kinshasa, il est question d'une complémentarité pour assainir la ville miroir de la République démocratique du Congo. Je le disais à l'ouverture de cette édition, hier à la Cité de l'Union africaine, le président de la République a échangé avec le général-major Gabi Kasongo Mulumba, récemment nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri dans le nord-ouest de la RDC. Le chef de l'État lui a donné quelques orientations pour la bonne marche de cette province de la RDC. Images et commentaires. 3 jours après sa nomination
En qualité de gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba a été reçu ce lundi par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a donné au nouveau gouverneur militaire des instructions claires et précises sur sa mission, à savoir le rétablissement rapide d'une paix durable, de l'ordre et de la sécurité publique. Je suis venu voir le président de la République, commandant suprême des forces armées, après ma nomination comme gouverneur militaire de la province d'Ituri, pour avoir les orientations centre de leur échange. Nous avons aussi reçu des consignes pour donner des facilités aux équipes afin de bien travailler et ouvrir d'autres centres dans les zones qui n'en ont pas jusque-là. Il y a déjà sur place les équipes qui sont à l'œuvre, qui travaillent pour endiguer l'épidémie. Le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri a été nommé le 5 juin dernier en remplacement du lieutenant-général Johnny Luboya Nkanchama. Il était depuis août 2025 commandant adjoint chargé des opérations et renseignements à la 31e région militaire de la province de la Chopo. Au-delà de l'Afrique, à Genève pour être précis, au cœur des enjeux sociaux-mondiaux, en mission officielle à l'OIT et auprès de partenaires internationaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou de la RDC défend la grande réforme sociale de son pays et plaide pour un système de protection renforcé en faveur de fonctionnaires congolais. Nadine Kilocho est notre envoyé spécial. La ville de Genève en Suisse accueille simultanément 2 rendez-vous majeurs de la gouvernance mondiale et africaine du travail ainsi que de la protection sociale, en l'occurrence la 114e session de la Conférence internationale du travail et la 40e session ordinaire du Conseil de ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES en sigle. Et en marge de ces assises, arrivé à Genève, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a fixé l'opinion sur l'objectif de sa mission officielle et a vivement dénoncé la démarche de l'opposition envisageant le dépôt d'une plainte contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est incongru, je dirais même irresponsable, de s'attaquer à la personne qui tient les commandes du pays et qui fait traverser l'avion Congo dans une zone de turbulence. C'est une attitude suicidaire de la part de l'opposition, une attitude que je juge d'antipatriotique. Il faut savoir respecter les institutions, il faut savoir se rassembler, surtout lorsque le pays fait face à la pire agression qui soit. Au cours de ces assises, le vice-premier ministre va exposer sur l'expertise de la RDC en rapport avec le nouveau régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP. La RDC vient de loin. Il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre sur la table une vision qui est celle de créer un nouveau régime de sécurité sociale des agents publics de l'État porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la SANSAP. Nous sommes sollicités par plusieurs États pour voir comment on peut aussi leur partager cette expérience. Nous aussi, on aura certainement à nous renseigner sur ce que font d'autres pays. La 114e session de la Conférence internationale du travail constitue le principal forum mondial de dialogue entre les gouvernements, les organisations d'employeurs et les organisations des travailleurs de 187 États membres de l'OIT. Toujours à Genève, 2 questions relatives au travail décent dans l'économie de plateforme à la promotion du programme porteur de changement en faveur de l'égalité du genre au travail et sur le dialogue social et le tripartisme au centre des discussions de la 114e conférence internationale du travail. Ferdinand Massamba, ministre congolais de l'Emploi et du Travail, porte la voix de la RDC. Willy Atounakov.
La République démocratique du Congo est bel et bien représentée à cet événement majeur qui réunit des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 États membres de cet organisme du système des Nations Unies, comme il est de coutume, par une forte délégation tripartite conduite par le ministre de l'Emploi et Travail. Après avoir échangé le lundi 8 juin en la résidence de son séjour de travail genevois avec l'ambassadeur Paul Mpolé, représentant permanent de la RDC à l'ONU Genève, Ferdinand Massamba s'est rendu à l'auditorium du BIT où il a pris une part active aux côtés de ses pairs et de quelques délégués du groupe gouvernement de la RDC, dont le secrétaire général au travail et à l'emploi, Dona Bagula, à une plénière consacrée essentiellement aux centenaires de la commission de l'application des normes. Une cérémonie grandiose animée par Madame Corinne, qui a connu les interventions de plusieurs panélistes, parmi lesquels le directeur général de l'OIT, Gilbert Ungubo, la ministre sud-africaine de l'Emploi et Travail, Noma Nkosazana Met, et tant d'autres, sur différentes matières telles que la perspective historique de la dite commission et le partage des expériences de certains États. Le point fort de cette 114e session de la CIT inclut à l'ordre du jour et l'économie des plateformes. Depuis Genève en Suisse, Willy Atunakov Kapumba Bangalala Kapulukusu, RTNC. Merci à Willy Atunakov, je rappelle qu'il est notre envoyé spécial depuis Genève. En bref, sans images au pays, l'Assemblée nationale vient de voter la proposition de loi fixant l'organisation du référendum en RDC sur le 351 députés, 348 ont voté oui, 2 contre et 1 abstention. Cette loi sera renvoyée au Sénat pour la seconde lecture. Voilà ce qui vide toute la substance du sitting du vendredi 12 juin à l'initiative de l'opposition. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans cette chambre basse du Parlement congolais. L'Assemblée nationale a consacré sa séance plénière du 8 juin à l'examen de 2 rapports majeurs relatifs à la gouvernance publique et à la situation des droits humains en RDC. Il s'agit du rapport public annuel de la Cour de comptes pour l'exercice 2024-2025 ainsi que du rapport annuel d'activité 2025 de la Commission nationale des droits de l'homme. On fait le point avec Andy Mbalaka, Tété Bongunja et Patrick Badibanga. Les travaux de cette plénière ont été conduits sous la direction du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji-Sangara. Présentant les rapports publics annuels de la Cour des comptes, le premier président de cette haute juridiction financière, Jimmy Monganga, a exposé devant les députés nationaux les principales conclusions des contrôles effectués sur l'exécution du budget du pouvoir central et des provinces. La représentation nationale s'est ensuite penchée sur les rapports annuels d'activité de la Commission nationale des droits de l'homme, présenté par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sapomokolo. Dans son intervention, il a indiqué que les activités de son institution se sont déroulées dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant, marqué notamment par l'occupation de certaines entités de l'Est du pays, ainsi que par la recrudescence de la milice Mobondo dans la partie ouest de la République. Quel a été votre apport par rapport à la population qui détient jusqu'à ce jour des titres de propriété et qui est aujourd'hui victime de ces démolitions? Quel a été votre apport et quelles sont les conséquences ou bien les mesures prises par rapport à cette population meurtrière? Le renvoi de ces 2 rapports aux commissions permanentes compétentes ouvre ainsi la voie à un examen approfondi des recommandations formulées dans la perspective de renforcer la gouvernance publique, la transparence institutionnelle et la protection des droits fondamentaux en République démocratique du Congo. Alors, on change carrément de registre. Savez-vous que près de 600 000 réfugiés centrafricains bénéficient de l'asile sur le sol congolais, principalement dans les provinces du Nord Ubangi et Sud Ubangi et du Bazouélé. Pendant 3 jours, les experts examineront les questions liées à leur rapatriement volontaire aussi de réfugiés congolais vivant en République centrafricaine. Bobo Anne Mokonzi. Des destins reconstruits, des familles réunifiées, les rêves de chaque Congolais ou Centrafricain ayant fui des conflits pour se réfugier dans 2 pays frontaliers. À Kinshasa,
Le représentant de deux pays, de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine, table sur l'élaboration d'un plan de rapatriement et de réintégration de réfugiés. Le ministre provincial du plan, du budget et de la fonction publique, représentant le gouverneur de la ville, salue la tenue de ces assises. Votre présence dans la capitale de la République démocratique du Congo illustre notre engagement commun à renforcer la coopération régionale et à promouvoir des solutions durables en faveur des réfugiés ainsi que des populations affectées. D'après les chiffres, plus de 600 000 réfugiés congolais recensés sur le sol centrafricain et 40 000 réfugiés centrafricains vivant à RDC identifiés dans 3 provinces, le sud Ubangi, le nord Ubangi et les Bazouélé. Le retour volontaire, sécurisé et organisé sont des défis que les deux pays doivent relever. Ces assises font suite à l'accord pour le retour de réfugiés signé entre les deux nations, renforcé par la déclaration de Yaoundé. D'après le chef de la délégation congolaise, Eric Mukandila, la sensibilisation demeure un élément majeur pour encourager les échanges de réfugiés. L'objectif de ces pôles est de transformer les zones de retour en espaces de prospérité inclusive en renforçant structurellement l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à la justice et en stimulant l'économie locale tant pour les rapatriés que pour leur commune d'accueil. Les deux pays sollicitent enfin l'appui du HCR pour la création d'un environnement propice. Dans l'actualité également, à la tête de la présidence de l'Alliance internationale de prévention de violences sexuelles liées aux conflits armés, la RDC réfléchit aux actions prioritaires à mener. Voilà qui justifie la rencontre de ces mardis du ministre de la Justice, celui de droits humains et celle du genre famille et enfants, ainsi que de la conseillère du président chargée de la jeunesse et violences faites aux femmes, Eurydice Kitutu et Camille Djoké. La RDC entend faire entendre sa voix à l'échelle internationale dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés. C'est dans ce cadre que le ministre d'État de la Justice a réuni dans son cabinet de travail les ministres des Droits humains, genre, famille et enfants et la conseillère du chef de l'État chargée de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes, afin d'harmoniser les actions à entreprendre dans le cadre de la présidence congolaise de l'Alliance internationale des préventions des violences sexuelles liées aux conflits armés. Il était question pour nous de voir la feuille de route, mais aussi de la manière de communiquer avec le Conseil des ministres sur ce qui sera fait dans les jours et les mois qui viennent. Nous avons parlé des actions à mener dans le cadre de notre présidence. Nous avons aussi parlé de la mise en place d'un secrétariat technique. La conférence des Banjul qui s'annonce constituera une étape importante pour la RDC qui entend porter auprès de la communauté internationale sa vision d'une action concertée et efficace contre les violences liées aux conflits armés qui continuent d'affecter des milliers de personnes dans les zones de conflit en RDC. La RDC participe à la 2e édition de la Foire internationale de l'entrepreneuriat et de la diaspora. L'ambassadeur de la RDC au Benelux a mis en exergue le réforme congolaise visant à promouvoir les investissements de Congolais de l'étranger, dit Tchala. À la 2e édition de la Foire internationale des entrepreneurs de la diaspora africaine, la République démocratique du Congo a été mise à l'honneur à ce rendez-vous majeur consacré à l'entrepreneuriat, à l'investissement et au développement économique du continent africain. Prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, Christian Dongala, a présenté les efforts entrepris par le gouvernement congolais pour mobiliser sa diaspora autour des projets de développement national. Parmi les initiatives mises en place figurent notamment le ministère délégué chargé de la diaspora, le Haut Conseil de la diaspora congolaise, les fonds d'investissement dédiés, ainsi que plusieurs mécanismes d'accompagnement et de financement destinés aux entrepreneurs congolais de l'étranger. Le tissu entrepreneurial joue un rôle socio-économique vital dans le développement du continent africain. Grâce à la puissance de sa diaspora et à la densification de son réseautage à l'international, la République démocratique du Congo, pour citer le cas de mon pays, entend-elle transformer la dispersion géographique de ses ressortissants en un véritable levier économique.
Le gouvernement congolais multiplie les réformes et les mécanismes incitatifs pour architecturer l'apport de sa diaspora. Ces leviers essentiels de croissance ont influencé les investissements, l'innovation, la transition énergétique et le développement durable au pays. Il a particulièrement insisté sur le rôle stratégique de la diaspora africaine qui transfère chaque année plus de 50 milliards de dollars vers le continent. La thématique retenue pour cette 10e édition de la foire, centrée sur la diaspora africaine et les piliers économiques majeurs, a été saluée comme une initiative pertinente visant à repositionner la diaspora comme un acteur stratégique du développement au-delà de son rôle traditionnel de transfert de fonds. Tout à fait autre chose. À la 2e édition de Makutano Talk, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a éclairé le public sur les accords RDC-USA. Rodépanda. La 2e édition de Makutano Talk a réuni les acteurs du secteur privé autour des enjeux, des opportunités et de l'intérêt réel des accords entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Le focus de ces échanges était concentré sur le thème « Quel profil réel pour le secteur privé congolais ?» Une conversation pour challenger toutes les zones d'ombre entretenues dans les esprits de certains et éclairer la lanterne. Après le mot d'accueil de la fondatrice de Makutano, Nicole Soulou, suivi de l'exposé du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko-Samba, présentant ainsi la liste des différents aspects contenus dans ces accords de Washington, les intervenants ont tour à tour exprimé leurs préoccupations sous la conduite de Alain Foka. L'économiste congolais a répondu à l'ensemble des préoccupations majeures afin de dissiper les malentendus, lever tout équivoque sur ces accords, une façon de mettre en lumière tous les contenus de cet accord de Washington. Il a notamment souligné qu'aucune clause ne stipule que la RDC s'engage à une quelconque obligation envers les États-Unis d'Amérique, ni inversement. Au contraire, Washington reconnaît Kinshasa comme un partenaire stratégique et les deux parties travaillent en synergie en alignant leurs institutions publiques respectives afin de renforcer la coopération, n'a cessé de marteler Daniel Mokoko-Samba. Il s'est dit disposé à se prêter régulièrement à cet exercice d'échange et présenter les opportunités qu'offrent les accords RDC-USA, bien les vulgariser et mieux les faire comprendre par tous pour profiter pleinement au secteur privé. Dans la suite de l'actualité, une plateforme numérique dans le but de centraliser et de dématérialiser l'ensemble de procédures d'importation, d'exportation et de transit de marchandises sur un portail unique vient d'être mise en place. Les autres détails avec Mira Ndeke. Le gouvernement congolais met le bouchée double pour bien protéger les intérêts stratégiques de l'État. Cette task force constituée des experts de la présidence de la République et de ministères sectoriels dont les finances, budget, économie nationale, portefeuille, transport et commerce extérieur a pour mission de mener une réflexion pour assurer la transition et de préparer un futur modèle institutionnel de gouvernance, et ce avec la signature d'un nouveau contrat avec un autre partenaire. Elle a été mise en place à l'issue de la réunion du comité de supervision de la Ségus RDC, présidée le lundi 8 juin 2026 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, qui avait à ses côtés Gracia Yamba Kazadi et Élisée Bokumwana Maposo, respectivement vice-ministre aux Finances et au Budget. Il s'est de noter qu'en décembre 2025, la RDC avait lancé la transmission électronique de l'alias documentaire du système informatique du guichet unique intégral commerce extérieur GUS S1 vers le système Sidonia World de la Direction générale des douanes et assises DGDA. Et c'est pour ainsi réduire les délais et les coûts liés aux opérations commerciales et maximiser les recettes publiques. Signalons également que le comité de supervision de la Ségus RDC est l'organe politique et institutionnel chargé de veiller à la bonne marche de la réforme de la dématérialisation du commerce extérieur avec comme principaux rôles l'orientation stratégique, l'évaluation et le suivi, la résolution des blocages et l'arbitrage institutionnel. Dans un autre registre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication met en garde et promet de sanctionner pour toute diffusion frauduleuse et illégale de contenu audiovisuel
pendant cette période de la Coupe du Monde. On écoute son rapporteur adjoint. La RTNC ayant prouvé auprès du Conseil le contrat qui les lie avec New World TV, qui a l'exclusivité mondiale de la Coupe du Monde, le CESAC voudrait dire ceci: toute diffusion, toute retransmission, toute captation illégale ou exploitation commerciale non autorisée du signal de la RTNC sur le territoire congolais constitue en réalité une infraction telle que sanctionnée par l'article 58 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 qui sanctionne toute diffusion frauduleuse des contenus audiovisuels protégés. À cet effet, je voudrais rappeler aux médias, professionnels des médias, aux organisateurs d'événements sportifs publics, ainsi qu'à tous les intervenants dans les secteurs, que les droits de diffusion des compétitions sportives internationales ne relèvent ni du domaine public, ni de la libre utilisation. Ils constituent des droits protégés dont le non-respect expose leurs auteurs à des sanctions administratives et à d'éventuelles poursuites. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, autorité de régulation de médias. Le CESAC a publié une directive d'encadrement portant sur le traitement, la publication, la diffusion, la rediffusion ou le partage par le média des professionnels de médias de toute information relative à la maladie à virus Ebola. Elle vise à prévenir la diffusion de fausses informations, de rumeurs, d'informations non vérifiés ou de contenus susceptibles de troubler l'ordre public sanitaire et d'entraver les efforts de riposte. La présente directive s'applique à tout le média audiovisuel, en ligne, agences de presse, plateformes numériques de diffusion d'informations, journalistes, animateurs, chroniqueurs, producteurs, présentateurs, correspondants, influenceurs et autres professionnels intervenant dans la production, la diffusion ou le partage de contenus médiatiques relatifs à la maladie à virus Ebola. Poursuivons cette édition. Un délai d'1 mois accordé aux exploitants pour se conformer à la réglementation. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola, a inspecté ce mardi plusieurs dépôts pétroliers à Kalamo et à Limete. Images et commentaires. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, accompagnée de membres de la Brigade nationale de supervision du programme de marquage moléculaire, a effectué ce mardi 9 juin 2026 une visite d'inspection dans les différents dépôts pétroliers dans le commune de Kalamo et Limete. Partout où elle est passée, la patronne des hydrocarbures a fait savoir aux propriétaires de ces dépôts qu'ils ont 1 mois pour s'y conformer aux lois de la République et les a informés que le gouvernement va trouver un site dans la commune de Lansele où tous ces dépôts pétroliers seront délocalisés pour la sécurité de la population. Je vais demander le concours de mes collègues, entre autres le ministre de l'Aménagement, le ministre de l'Urbanisme, pour voir ensemble quelles sont les mesures structurelles qu'on peut mettre en place. Parce qu'ici, c'est question de délocaliser ces sites, parce que vous voyez bien qu'il y a des habitations à côté, il y a des hôtels à côté, il y a des maisons à côté. Il faudrait sécuriser la population. Nous avons ce devoir de responsabilité de pouvoir remettre de l'ordre dans ce secteur qui a été d'une certaine manière laissé à l'abandon, pour que finalement les choses se remettent à leur place et que des solutions non pas seulement temporaires soient trouvées, mais nous sommes plutôt ici pour trouver des solutions qui vont durer dans les temps. J'ai invité l'association de tous les propriétaires de ce site, ils viennent au niveau du ministère des Hydrocarbures pour que nous voyions, parce que c'est un produit stratégique, c'est un produit difficile à manipuler. La ministre d'État a visité aussi la société de panification par Victoire et par Vimba, ainsi que la société de transport Ecotrans. Seul Ecotrans est en ordre dans la manipulation de produits pétroliers et les autres ont 1 mois pour s'y conformer. En prélude du colloque scientifique national consacré à l'évaluation de la Constitution du 18 février 2026, la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation technologique a fait le terrain. Bien merci Kanza. En tournée de sensibilisation dans de différentes universités congolaises pour des journées de réflexion scientifique et citoyenne
autour de l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006 à l'intention de la jeunesse estudiantine. La professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation technologique, a débuté à partir de Kinshasa, la capitale, première étape en compagnie du ministre d'État, ministre en relation avec le Parlement, Maître Guy Ndomboyo. Les membres du gouvernement se sont rendus à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA à Kinshasa, invitant les étudiants à s'approprier les enjeux liés à l'avenir de la République. Même à Salinikin et à l'Université pédagogique nationale, UPEN, puis à la Haute École de commerce, la ministre Marie-Thérèse Sombo a encouragé les étudiants et toute la communauté universitaire à contribuer par la rigueur intellectuelle et l'expertise académique au débat national sur l'évolution des institutions et le renforcement de la bonne gouvernance en RDC. Votre voix compte, votre réflexion compte, votre participation est un exercice direct à la souveraineté populaire. Pourquoi cette réflexion vous concerne? Et parce que nous sommes souverains, le pouvoir au peuple, le pouvoir pour le peuple, le pouvoir par le peuple. Nous avons le droit et le devoir de participer à la réflexion. L'objectif de cette tournée est de conscientiser l'université à demeurer un véritable sanctuaire du savoir, un espace de réflexion scientifique fondé sur objectivité et la partialité en jouant le rôle d'éclaireur. Renforcement de capacité opérationnelle avec la mise en service de 8 véhicules à l'office de route, une dotation destinée aux services centraux et provinciaux dans le but d'améliorer la mobilité des équipes. Joël Makela et Junior Bonyoma. Plus de mobilité pour plus d'efficacité. L'office de route renforce son arsenal logistique avec la mise en service de 8 nouveaux véhicules destinés à soutenir les missions de terrain de la direction générale et des directions provinciales. Pour le directeur général, Janoki Kangalangoy, ces dotations s'inscrivent dans la dynamique de modernisation des services publics impulsée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons pensé, à notre niveau, renforcer les capacités de nos cadres qui jusque-là travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas à la hauteur. Et c'est un acte que nous venons de réaliser en nous ralliant à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et tenant compte de la volonté manifestée par le gouvernement de la République, dirigé de main de maître par son Excellence Judith Suminwa, Premier ministre et chef du gouvernement, et sous l'encadrement de notre ministre de tutelle, son Excellence John Banzalunda. Le numéro 1 de l'office de route invite par ailleurs les bénéficiaires à faire un usage responsable de ces véhicules et en assurer l'entretien, convaincu que ce renforcement logistique permettra d'améliorer les performances de l'établissement sur toute l'étendue du territoire national. Lancement hier lundi par le ministre d'État en charge de la justice d'une formation à l'intention des agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie appelé à exercer la fonction d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Alain Bikaï. Assuré par l'Institut national des formations judiciaires du 8 au 24 juin, cette session s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi sur les privilèges du Trésor promulguée en 2023. Celle-ci confère au Fonds de promotion de l'industrie un pouvoir de contrainte dans la collecte de la taxe de promotion de l'industrie et le recouvrement de ses créances. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a rappelé que la qualité de OPJ constitue avant tout une responsabilité au service de la légalité. Selon lui, ses compétences permettront au FPI de mieux lutter contre la fraude et de sécuriser ses recettes publiques. Le Fonds de promotion de l'industrie constitue un instrument essentiel de la politique nationale d'industrialisation. Les ressources qu'il mobilise doivent être protégées contre toute forme de fraude, de détournement et d'atteinte au patrimoine public. Pour le directeur général du FPI, Hervé Claude Toumba-Batukonke, cette formation constitue un investissement indispensable pour accompagner les réformes engagées et améliorer la mobilisation des recettes. Ceux-là qui vont être formés
pour devenir demain officiers de police judiciaire vont être dotés de toutes les capacités possibles pour être sur le terrain, appliquer la loi comme il se doit, pour permettre au FPI de pouvoir recouvrer là où les fonds de promotion de l'industrie ne pouvaient pas le faire auparavant. À l'issue de la formation, les apprenants seront évalués avant de prêter serment devant les procureurs compétents. Sont à présent mis en place un centre de prise en charge et traitement de maladies à Brazzaville. 57 ans après, le laboratoire national de santé publique ouvre exceptionnellement ses portes. Les journées portes ouvertes se sont tenues du 8 au 9 juin 2026 à Brazzaville, le 8 pour le grand public et le 9 pour les enfants vulnérables. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'il y a de ces personnes qui sont à la maison, qui n'arrivent pas à faire des examens, prendre ce genre d'initiative à tout moment. C'est toujours important aussi pour permettre à ce que ces gens puissent faire quelques examens aussi. J'aimerais bien profiter de certains examens parce que de nos jours, on sait bien que les examens coûtent parfois très cher et j'aimerais en profiter. Le LNSP constitue aussi un pilier central du système de veille, de riposte et de sécurité sanitaire en République du Congo. Nous intervenons dans la préparation et la riposte contre toutes sortes de menaces sanitaires qui peuvent intervenir dans le pays, particulièrement en ce qui concerne le diagnostic. Donc, tout ce qui est épidémie, n'est-ce pas, au Congo, les toutes dernières, on peut par exemple citer les épidémies, n'est-ce pas, de la grippe aviaire, le H1N1, l'épidémie de chikungunya, l'épidémie, n'est-ce pas, de rougeole, fièvre jaune, choléra, mpox, ainsi que, n'est-ce pas, la Covid. Eh bien, toutes ces épidémies ont été diagnostiquées au laboratoire national de santé publique. Donc, nous occupons, n'est-ce pas, un rôle particulièrement important dans le système sanitaire. Nous voulons, n'est-ce pas, remercier très sincèrement nos collègues de l'INRB, l'Institut national de recherche biologique donc, de Kinshasa, parce qu'il est né entre, n'est-ce pas, nos deux institutions une collaboration particulièrement fructueuse et particulièrement étroite. C'est dans un climat très ambiant que les journées portes ouvertes se sont déroulées. Jekia, RTNC, Brazzaville. Cap sur la transformation de minerais congolais en mission officielle en Belgique, le ministre de Mines de la RDC a exploré le grand centre mondial du cobalt et du diamant. Cédric Kenina. Ambition de travail au Royaume de Belgique. Son Excellence M. Louis Ouatoun Kabamba, ministre des Mines, a visité ce lundi 8 juin 2026 les installations du groupe Umicore à Hollen, leader mondial dans la production et le raffinage du cobalt et du germanium. Cette visite a permis au ministre de découvrir les avancées technologiques développées par le groupe dans la chaîne de valeur des minéraux critiques. La réaction, c'est une réaction de satisfaction grâce à ce partenariat. Il y a déjà un échange de technologies et de compétences qui se fait déjà, en ce moment au niveau des laboratoires et autres. Bientôt, nous verrons les premiers minerais de la RDC également, à partir d'ici, raffinés et flottés dans l'espace également, dans cette course vers l'aéronautique et vers les nouvelles technologies. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à Anvers pour des échanges avec Antwerp World Diamond Centre, plateforme mondiale du commerce du diamant brut, Bonas Group, société belge forte de plus de 150 ans d'expérience dans le commerce du diamant. La journée s'est clôturée par une rencontre avec son Excellence M. Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de coopération au développement du Royaume de Belgique. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la RDC et la Belgique, notamment dans le domaine des ressources minérales stratégiques, de l'industrialisation et du développement durable. Cette mission s'inscrit dans la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, visant à promouvoir la transformation locale des ressources minières et à maximiser leur contribution au développement économique et social de la RDC. En politique, le parti politique Alliance pour le Peuple a officiellement déposé ses propositions de loi pour la révision de la Constitution auprès du secrétaire permanent de l'Union sacrée, Odepana.
La classe politique congolaise continue à se mobiliser en faveur de l'organisation des référendums constitutionnels en République démocratique du Congo. Les cas du président du parti politique Congo Nouveau, de Willy Bakonga, qui vient de déposer une pétition populaire avec plus de 100 000 signatures à l'Assemblée nationale. C'est l'occasion pour que le peuple confirme son engagement et sa détermination. La détermination pour ne pas reculer, puisque nous avons aujourd'hui 100 000 signatures, conformément à l'article 218, alinéa 4. L'article 5 de la même Constitution confère au peuple la souveraineté nationale. On ne confère pas aux politiciens cette souveraineté. Et nous sommes allés consulter ces peuples-là. Nous sommes allés dans presque beaucoup de provinces. Le peuple réclame le changement de la Constitution. Le peuple réclame l'avènement de la 4e République. Aujourd'hui, Fachi Béton relève les choses. Fachi Béton travaille et le peuple congolais est convaincu de sa volonté clairement exprimée à travers tout ce qu'il est en train de réaliser, n'est-ce pas, dans toute la République. Accompagné d'une forte délégation constituée des membres de sa famille politique PCN, Willy Bakonga se félicite d'avoir accompli ses devoirs démocratiques car pour lui, seul le peuple souverain qui peut décider sur l'avenir du pays. Vous avez suivi le président du parti politique Congo Nouveau de Willy Bakonga qui a déposé une pétition populaire en faveur de l'organisation d'un référendum constitutionnel, un reportage commenté par Dieu merci Kanza et Gilbert Fungi. Nous allons à présent revenir sur cet élément de Rodépanda, toujours en rapport avec le changement de la Constitution. La démarche choisie par l'honorable Adolphe Amissi Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, est pédagogique pour présenter à la population les motivations, les enjeux et les objectifs poursuivis pour cette initiative portée au sein de la majorité présidentielle avec le projet de changer la Constitution de 2006, caractérisée par un charisme légendaire et sa proximité avec sa base, l'élu national. Amissi ne cesse de confirmer sa conquête du terrain capable de mobiliser les masses autour des grandes questions d'intérêt national. Les participants ont suivi avec attention les explications et sans tarder, ils ont adhéré au débat engagé pour le changement de la loi référendaire en vue de bien l'adapter aux réalités du pays. Leur soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, demeure intact pour plusieurs avancées enregistrées sous son leadership pour le développement du Congo, rappelé ici par l'honorable Amissi Makutano. Il est important que nous puissions mettre notre peuple dans le bain de ce qui se trame, justement en ce qui concerne le changement intégral de notre Constitution. Bien entendu, le président de la République avait déjà lancé. Et je crois qu'il revient à chaque Congolais de prendre son morceau et de pouvoir marcher avec, tout en sensibilisant la connaissance de notre peuple, en leur disant qu'il est important pour l'instant de doter la République démocratique du Congo les textes qu'il faut, qui va répondre positivement justement à nos aspirations et surtout qui va répondre à nos réalités en tant que Congolais. Profitant de cette rencontre avec sa base, le président du conseil d'administration de l'OGFREM, récemment reconduit par ordonnance présidentielle, a rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits et exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Félix Tshisekedi, à la direction de l'UDPS pour la confiance placée en sa modeste personne. Autre grand titre de ce soir avant de nous quitter, destruction méchante d'un pylône, tension au quartier CPA, la structure métallique déboulonnée de cornières volées et de l'autre côté du quartier UPEN, l'on parle de la spoliation d'un site de la SNEL SA. L'équipe de cette entreprise étatique en charge de l'électricité est allée constater le dégât. Elle a lancé un OCS aux autorités pour la sécurité de 6 infrastructures. Yvette Mankoutima, Edith Chala et Fiston Ravingala. Le patrimoine de la SNEL SA sous les assauts des vandales. Pylônes découpés, installations saccagées et terrains illégalement occupés, le secrétaire général de la SNEL SA, Jocelyn Pelenda Zimakonda, a effectué une descente des terrains à Kinsuka et à Lupen pour mesurer l'ampleur des dégâts. Le constat est sans appel. Des infrastructures stratégiques ont été cannibalisées, compromettant le projet de l'entreprise. Nous ne cesserons de les signaler et d'insister
que les ouvrages nécessaires utilitaires pour le secteur de l'électricité constituent des biens importants qui nécessitent un regard de tous. La SNEL éprouve aujourd'hui dans la desserte qui se trouve être handicapée par les différents actes posés malheureusement au mépris des dispositions légales ces jours, mais qui continue avec récidive à se poser, malheureusement, je dirais encore, qui affecte la qualité de la desserte que la SNEL s'emploie à travers son directeur général de fournir à sa clientèle. Avec l'appui de la police et des avocats conseils, des mesures judiciaires et sécuritaires sont désormais engagées pour récupérer et protéger les patrimoines de la SNEL SA. Plus rien n'est approuvé. Je crois que la SNEL est détentrice des certificats d'enregistrement. Nous avons, avec l'appui de nos avocats conseils, pris des dispositions pour que les autorités attitrées puissent procéder aux devoirs d'instruction complémentaires par rapport aux actions déjà initiées. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, la SNEL SA entend intensifier la sécurisation de ces installations afin d'assurer une desserte électrique fiable et de qualité à sa clientèle. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ce soir. C'était votre journal de la rédaction. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en tsholu, en kikongo sur la RTNC et la RTNC.cd. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir à toutes et à tous. Bonne soirée.